Comment ça va les potos? Aujourd'hui parlons des mystères non résolus dans l'œuvre Demon Slayer. Mais avant ça, on va établir les règles du jeu. On parlera uniquement de ce qui est rationnel par rapport à l'univers. Autrement dit, ce qui pourrait être expliqué. Donc par exemple, on se demandera pas pourquoi Genya a un corps aussi spécial. Et deuxième chose, on parlera uniquement de mystères qui n'ont pas été résolus dans le manga, en incluant évidemment les spin-offs. Avant d'y aller les potos, n'hésitez pas à m'envoyer de la force. Et notamment à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à partager les vidéos que tu préfères sur tes réseaux sociaux. Ça m'aiderait énormément à me faire connaître évidemment. Mon poteau, dernière mission. Pendant l'intro, mets-moi le mystère qui te vient en premier en tête. Soit j'en parle dans cette vidéo et on est connecté, soit la réponse a été apportée et je te la donnerai si je la connais, ou soit j'en parle pas et je le mettrai peut-être dans la partie 2. Allez, on est parti. Mon poteau, on va commencer avec le commencement du départ de la débutance. Chapitre 1 pour être exact. Évidemment, tu connais l'histoire, mais bon, je suis obligé de remettre dans le contexte. Tanjiro laisse sa famille et descend de sa montagne pour vendre du charbon dans la ville la plus proche. Mais lorsqu'il remonte, il voit avec effroi que ses proches se sont fait attaquer par un démon. Il lui reste seulement sa petite sœur Nezuko qui a été transformée, elle, en démon. Jusque-là, t'apprends rien. Le responsable de cette attaque, c'est le démon originel Kibutsuji Muzan. Et jusque-là, t'apprends toujours rien. Mais en fait, une question me taraude. Pourquoi Kibutsuji Muzan en personne a grimpé une montagne pour s'en prendre à une femme et des enfants? On apprend bien après dans l'arc final que Muzan n'a plus d'appétit depuis des années, donc c'est pas pour manger. On aurait pu théoriser sur le fait qu'il cherchait les utilisateurs du souffle du soleil, mais on peut quand même facilement en déduire que c'était pas le cas. Déjà, il aurait fallu qu'il sache que Yorishi était un proche des ancêtres de la famille, et si c'était le cas, il s'en serait pris à eux bien avant. Mais quand bien même, le seul signe qui relie la famille de Tanjiro à Yorishi, c'est les boucles d'oreilles qu'il porte en permanence. Et vu qu'il était pas là, bah Muzan il pouvait pas savoir. Et de toute façon, on a vu à leur première rencontre qu'il le connaissait pas. Il a justement fait le lien à Yorishi grâce à ses boucles d'oreilles. Donc rien n'explique à l'heure actuelle la raison pour laquelle Muzan s'en est pris à la famille de Tanjiro. Deuxième mystère, les potos, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Et on va se diriger vers la sélection finale. On recontextualise rapidement. Après avoir suivi l'entraînement d'Urokodaki, Tanjiro participe à une sélection pour intégrer le rang des pourfendeurs. Lui et d'autres chasseurs vont devoir survivre pendant plusieurs jours sur une montagne infestée par des démons. Le principe est plutôt simple et efficace. Ces démons sont capturés et amenés par des chasseurs, mais ne peuvent pas descendre de la montagne car elle est bornée par des fleurs de glycine. Une fois qu'on sait ça, on a en droit de se poser deux questions. Déjà, s'ils peuvent pas descendre de la montagne à cause de la glycine, comment on les monte? Bon, historiquement, à cette époque, les hélicoptères, les avions, tout ça, ça existait. Mais on n'en voit pas dans le manga. Et de toute façon, je vois mal Urokodaki et Gyomei dans un hélicoptère avec les petites lunettes de soleil balancer un démon au milieu de cette montagne. D'autant plus que le corps du premier démon que Tanjiro a affronté est mort en tombant d'une montagne. Et ces démons capturés sont censés être quasiment aussi faibles. Mais même, comment il les capture en fait? Peut-être il leur coupe la tête avec des sabres autres que des sabres du soleil et attendent que leur corps se régénère dans la montagne. Mais est-ce que ces démons de bas étage en sont capables? Ou alors il leur bande les yeux, il leur coupe les bras, il leur bouche le nez pour pas qu'ils sentent la glycine et il les emmène gentiment. On peut toujours théoriser, mais en tout cas, on ne sait pas. Et les potos, on enchaîne avec une question qu'on s'est quasiment tous posée concernant un personnage secondaire. Urokodaki ressemble à quoi en fait? Allez, ne me mens pas mon poteau, avoue t'as déjà tapé dans un moteur de recherche Urokodaki sans masque. Je le sais, tu le sais, Koyoharu Gotoge le sait, Urokodaki lui-même le sait. C'est le seul personnage secondaire pour lequel on voit jamais son visage. Et peut-être qu'un jour on le saura s'il y a un spin-off sur l'ancien pilier de l'eau. Et c'est même pas sûr franchement. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand il a commencé à chasser, les démons se moquaient de son visage qui avait l'air trop gentil. Donc ça aussi, c'est un vrai mystère. Quatrième mystère, la famille de Muzan. Bah ouais mon poteau, si on revient 5 minutes à la première rencontre entre Muzan et Tanjiro, le démon avait une jeune fille dans les bras qu'il a appelée papa, et il était accompagné par une femme qui l'a appelée chérie, ou quelque chose dans ce genre. C'était peut-être Doudou, je sais plus. Donc, si je comprends bien, les démons peuvent procréer. Mais dans ce cas-là, la petite là, elle est quoi? Elle a du sang de démon. Enfin, c'est bizarre, non? Ça interpelle personne d'autre que moi. Et dans ce cas-là, pourquoi d'autres démons n'ont pas procréé? Enfin, ça c'est pas le sujet, mais les potos, du coup, elle est devenue quoi la fille de Muzan? Non, parce que personnellement, je vois mal un être aussi maléfique que lui donner la vie juste pour donner la vie. Donc il y a un but derrière, non? On sait que plus Muzan donne son sang, plus les démons sont puissants. Et imagine la quantité de sang de Muzan qui coule dans les veines de sa fille. Est-ce que tu vois où je veux en venir? En vrai les potos, on arrive à une théorie que je voulais vous présenter depuis un moment. Sauf que j'ai pas assez d'arguments, donc c'est plus une pensée, alors je la pose ici. Comme ça, c'est dit. Et si la fille de Muzan avait été complètement transformée en démon par ce dernier? Et si la fille de Muzan devenait l'antagoniste d'une autre époque? Dans une potentielle suite, par exemple. Et si Nakime était la femme de Muzan? Elle est introduite après cet événement. On sait que c'est un jeune démon quand on commence à la voir parce que les lunes démoniaques ne la connaissent pas. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé bizarre. Dans le dernier arc, est-ce que vous avez vu comment Muzan compte sur elle et comment il la défend? Normalement, c'est pas son style. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les potos, ça m'intéresse. Et en attendant, on passe à la suite.
Et du coup, pour ce 5e mystère, on va parler un peu d'Inosuke. Recontextualisons. Inosuke est orphelin depuis qu'il est bébé. Il a grandi dans une montagne et a probablement été élevé par des animaux. Le style qu'il a développé tout seul est lié aux animaux sauvages. Donc, logiquement, ils sont ses amis. Du coup, il y a juste une toute petite chose qui me gêne. Vu qu'il se compare à un sanglier, voire même qu'il se prend parfois par un sanglier. D'où il la sort, ça hurle. Sa tête de sanglier, là. J'espère qu'à la base, c'est pas sa maman sanglier. Je veux pas savoir. On passe à la suite. Pour ce 6e et dernier mystère, on va se poser une question qu'on s'est tous déjà posée. Urokodaki Sakonji, Jigoroku Hajima et Shinjuro Rengoku sont des formateurs. Ils enseignent respectivement le souffle de l'eau, le souffle de la foudre et le souffle de la flamme. Mais qui sont les autres formateurs? Qui a enseigné le souffle du vent à Sanemi ou le souffle de la roche à Gyomei? Est-ce que Uzui Tengen a développé son souffle dérivé du souffle de la foudre avec Jigoro? Est-ce que Iguro Obanai s'est entraîné avec un formateur du souffle de l'eau? Murata, par exemple, s'est entraîné avec un autre formateur que Urokodaki Sakonji. Et on sait de toute façon que plusieurs formateurs enseignent le souffle de l'eau. Est-ce que c'est tous des anciens piliers qui ont survécu? Pourquoi les seuls formateurs présents à la bataille finale sont les 3 seuls cités? Toutes ces questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et pour le coup, selon moi, c'est bien dommage. Il y aurait tellement eu moyen d'ajouter des personnages grave charismatiques, mais peut-être que ce sera fait dans des futurs spin-offs, en tout cas, on le souhaite. Évidemment, dans un manga, c'est difficile de tout traiter et de répondre à toutes les questions. Et d'ailleurs, parfois, c'est bien aussi d'avoir quelques zones de mystère. Certains sont plus gros et plus importants que d'autres, mais globalement, on a quand même quasiment toutes les informations dont on a besoin. En tout cas, la vidéo arrive à son terme et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。